troisième conférence de cette journée de la santé vous est proposée par Biomérieux. Elle va traiter de la sécurité alimentaire, l'analyse microbiologique de notre assiette. Et c'est Isabelle Desforges, responsable des affaires scientifiques agroalimentaires de l'unité microbiologie industrielle de Biomérieux, qui va s'adresser à vous. Bonjour à tous. Donc oui, je vais évoquer ce matin les questions relatives à la sécurité alimentaire. Et notamment une question qui est fréquemment posée, et particulièrement en France, sur comment on assure la sécurité de ce que nous mangeons. Donc tout d'abord, on va donner quelques notions en fait de l'écosystème bactérien et de l'alimentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les micro-organismes sont partout. Donc les micro-organismes sont présents naturellement dans l'environnement. Ils sont présents sur l'homme, chez l'homme, sur sa peau, les intestins, mais aussi dans l'eau, le sol, l'air, et donc les animaux également, et les plantes. Ce qui veut dire que il est toujours possible d'avoir des contaminations dans les produits alimentaires, parce que tout produit alimentaire peut être contaminé par ces micro-organismes. Donc tous les micro-organismes, par contre, ne sont pas nuisibles. On a la nécessité d'avoir des micro-organismes. On parle beaucoup aujourd'hui, par exemple, des microbiotes intestinales, de la flore qui est sur la peau. Et tous ces micro-organismes ont un rôle très important, et même un rôle bénéfique. Ils sont parfois même protecteurs contre des bactéries pathogènes qui vont entraîner des maladies. Et ils ont aussi un rôle dans l'immunité. Pour pouvoir être en meilleure santé, les micro-organismes, par exemple intestinaux, jouent un rôle. Certains micro-organismes sont aussi utilisés dans les process de fabrication. Donc, on utilise fréquemment la fermentation, qui peut être une fermentation alcoolique, acétique. Donc, par exemple, dans les fromages, la fabrication des fromages, du vin, de la bière, de la choucroute, ce sont vraiment des aliments vivants dans lesquels vous avez des micro-organismes, et ce sont des flores utiles pour la fabrication de ces aliments. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de micro-organismes qui sont très intéressants pour la santé, on les appelle les probiotiques. Voilà, donc le développement ensuite des micro-organismes dans les aliments. Pourquoi ? Eh bien, dans certains cas, le fait d'avoir ces micro-organismes va entraîner des intoxications, donc des pathologies. Donc ça va dépendre bien sûr du type d'aliment. On a des aliments qui sont plus favorables à la multiplication bactérienne en fonction de leur composition, de leur pH, présence de certains nutriments qui sont favorables au développement microbien. Donc ce développement va être favorisé aussi par la durée dans le temps. On va avoir, donc selon la durée de conservation et la température de conservation, on va avoir des développements microbiens plus ou moins importants. Ensuite, selon le type de micro-organisme et leur quantité, la contamination peut avoir des conséquences plus ou moins importantes. On peut avoir simplement une altération. On dit que c'est une altération de la qualité marchande en fait. Ça va être une modification du goût, de l'odeur, de l'aspect, et donc ça modifie sa valeur commerciale. Mais potentiellement, il n'y a pas forcément d'impact sur la santé. Par contre, on va avoir des développements de micro-organismes dont on dit qu'ils sont pathogènes, donc ils vont entraîner des pathologies, et ils sont responsables des intoxications, ou ce qu'on appelle aussi des toxi-infections alimentaires collectives, qu'on appelle le TIAC. Donc là, on va avoir la présence de micro-organismes pathogènes, et on dit qu'il s'agit de TIAC lorsqu'il y a au moins 2 cas similaires d'une symptomatologie, en général elle est gastro-intestinale, et dont on peut rapporter la cause à la même origine alimentaire. Donc c'est la définition des TIAC. Donc on peut avoir une TIAC avec 2 malades, mais l'origine sera la même. On peut avoir 1000 malades avec la même contamination. Et en général, donc ces TIAC sont à déclaration obligatoire. Et donc on constate ici que le plus dangereux, c'est souvent ceux qu'on ne voit pas. C'est les micro-organismes qui ne vont pas entraîner forcément
d'altération de la qualité marchande, parce que là, vous allez rejeter les aliments spontanément, mais vous n'allez pas voir que ces aliments sont contaminés. Donc les contaminations des aliments par les micro-organismes pathogènes, donc il y a plusieurs sources possibles. Bien sûr, si on utilise des matières premières qui sont contaminées, donc ça peut être chez vous ou par l'industriel de l'agroalimentaire, on doit effectivement avoir des matières premières de bonne qualité. Aussi, les risques viennent aussi de non-respect de mesures d'hygiène. Donc très souvent, les mesures d'hygiène sont quand même très très importantes dans la sécurité alimentaire. Ensuite, le non-respect des températures. Donc tout à l'heure, j'ai indiqué que la température avait un rôle important. Les micro-organismes ont une croissance qui est optimale, en général, autour de 37 degrés. Bien sûr, si on utilise des températures froides, c'est la réfrigération, entre 0 et 4 degrés, on a vraiment un ralentissement de la multiplication des micro-organismes. Il y en a certains, malgré tout, qui cultivent à des températures basses. Donc on dit, effectivement, le non-respect des températures lors de la préparation, c'est pour le froid, mais c'est aussi pour le chaud. C'est-à-dire qu'on doit cuire à cœur certains aliments qui présentent des risques, etc. Et la température est importante. Donc on a aussi la non-maîtrise des contaminations croisées lors de la manipulation des aliments. Donc ça va être par exemple, si on prépare de la viande, et que en même temps on va préparer des légumes qui seront destinés à être mangés crus. Voilà, donc on a une décontamination qu'on appelle croisée, et donc il faut vraiment respecter la préparation et l'ordre de préparation des aliments. Donc la contamination des matières premières et la multiplication des agents pathogènes, bien sûr, va être favorisée par un certain nombre de risques qui sont liés par exemple au processus des abattages des animaux. Donc au niveau des abattoirs, il y a vraiment des règles très très strictes pour éviter les contaminations qui viennent potentiellement de l'éviscération et contamination de la partie muscle de la viande. L'élevage intensif aussi va favoriser bien sûr la multiplication des micro-organismes, les process industriels s'ils sont complexes ou mal maîtrisés, et puis la méconnaissance des règles sanitaires et d'hygiène de la part des consommateurs, des restaurateurs, de ceux qui vont manipuler les aliments. Donc ensuite, quelles sont les bactéries, virus? Donc dans les micro-organismes, on a englobé bactéries, virus, parasites, et également les toxines qui sont produites par certains micro-organismes. Donc elles vont être responsables d'intoxication alimentaire. Donc les denrées, essentiellement les denrées mal conservées ou mal préparées, vont entraîner des intoxications alimentaires. Et donc, on va avoir des maladies infectieuses, et quand il s'agit de TIAC, elles peuvent avoir une plus ou moins grande ampleur. Donc, quelle est la manifestation la plus courante? C'est la gastro-entérite aiguë. Alors, bon, vous connaissez les symptômes principaux, les diarrhées, les vomissements. On peut avoir aussi de la fièvre, des douleurs abdominales, et dans certains cas, des maux de tête, des vertiges, et même du sang dans les selles. Et ça va dépendre du micro-organisme en cause. Et puis, la rapidité d'apparition de ces troubles, elle va être liée aussi à l'effet dose, c'est-à-dire la dose-réponse. Il y a certains micro-organismes qui commencent à déclencher des pathologies à partir d'un certain taux, on va dire 100, 1000, etc. Donc, si on a et dans certains cas, pour certains micro-organismes, l'effet dose est lié à la faible présence de micro-organismes. Donc ça, c'est pour faire le lien aussi avec la conservation des aliments, parce qu'on peut avoir très peu de ces micro-organismes qui ne vont pas entraîner de pathologie. Mais si la conservation est mal gérée, qu'on laisse les aliments une nuit à température ambiante, ces micro-organismes pathogènes, ils vont atteindre la dose nécessaire pour déclencher cette intoxication alimentaire. Donc les principales sources de contamination, ça fait un peu une liste exhaustive, mais on va dire presque tous les aliments peuvent être concernés. Donc là, on a indiqué un certain nombre de micro-organismes qui sont les principaux micro-organismes qui entraînent des toxi-infections.
Il y en a d'autres, bien sûr. Donc, vous avez sans doute entendu parler de temps en temps de ces micro-organismes, staphylocoque, les salmonelles. Et par exemple, Staphylococcus aureus, c'est une bactérie qui en elle-même ne va pas forcément déclencher des pathologies si elle est en nombre raisonnable, mais qui, bien confortablement dans un aliment, peut produire des toxines. Et cette toxine, elle est résistante à la température. Donc on peut se dire, ben, moi je vais bien cuire mon aliment, ça fait rien, j'ai laissé à température ambiante, sauf que c'est pas la bactérie que vous allez détruire la bactérie, mais vous n'allez pas détruire la toxine qu'elle a eu le temps de produire. Donc il y a des pathologies qui sont déclenchées par ces toxines. Ensuite, il y a un certain nombre de bactéries, et puis il y a des virus également, qui sont des micro-organismes beaucoup plus petits et particuliers, et puis aussi des parasites. Et là, donc les sources de contamination, ça va pouvoir être le manipulateur lui-même. Donc, admettons qu'on a un manipulateur malade qui est atteint lui-même d'une pathologie, une gastroentérite par exemple, et s'il a pas très bonne hygiène, il va contaminer l'aliment. Donc le manipulateur est une source de contamination et il peut être aussi porteur sain. Donc ça, c'est les cas les plus pièges. Parce qu'il peut être porteur de ce micro-organisme et sans avoir de pathologie. D'où la nécessité d'avoir de toute façon une hygiène très importante lorsqu'on prépare des aliments. Donc toutes les préparations culinaires peuvent être porteurs de ces micro-organismes, surtout si c'est préparé à l'avance. Les viandes, donc la volaille, le porc, le veau, les produits carnés, les végétaux, les poissons, les produits de la mer, les coquillages, les œufs. Donc surtout les produits à base d'œufs et d'œufs crus, les produits laitiers, l'eau. L'eau est un vecteur aussi, il est utilisé dans la fabrication de produits alimentaires. Et donc aussi les catégories d'aliments, légumes secs, déshydratés. Et on dit que la majorité de ces infections sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles sont transmises de l'homme à l'animal. Donc c'est essentiellement des zoonoses. L'animal est porteur sans être malade, va contaminer l'homme soit directement, soit à travers l'aliment. Donc là, c'est un exemple pour un micro-organisme qu'on appelle Campylobacter, qui est essentiellement présent, très présent dans les élevages de volailles. Et donc, la contamination se fait par les oiseaux sauvages. Et donc, on va avoir des contaminations de la volaille, les volailles se contaminent entre elles, vont contaminer l'eau, qui va contaminer les bovins, et donc la viande de volaille peut contaminer l'homme, le bovin aussi, le lait cru, et on peut avoir aussi des contaminations au niveau de l'animal domestique. Donc c'est une chaîne un peu complexe, d'où la nécessité avec les viandes de volaille crues de prendre vraiment des précautions particulières. Quelques chiffres des intoxications alimentaires dans le monde. Donc on a les chiffres de l'OMS qui ont été publiés tout récemment. Ce sont les intoxications alimentaires qui sont liées aux bactéries, virus, parasites, mais aussi les substances chimiques. Donc qui fait partie de la présentation d'aujourd'hui. Mais les substances chimiques sont aussi des sources de contamination, sont aussi des contaminations. On dit qu'il y a à peu près 600 millions de personnes qui tombent malades, donc ça veut dire 1 sur 10, qui auront une intoxication alimentaire. Et elle fait donc 420 000 morts par an suite à l'ingestion de nourriture contaminée. Et donc la maladie les plus fréquentes, on a à peu près 550 millions de personnes par an et responsable de 230 000 morts par an des maladies diarrhéiques. Donc on sait aussi qu'une grande majorité, à peu près 40%, sont des enfants de moins de 5 ans, puisqu'ils sont plus sensibles, plus fragiles. Donc ça, ce sont les chiffres globaux au niveau mondial. Ensuite, on a des chiffres clés des TIAC en France. Donc ce sont les toxi-infections alimentaires collectives. Donc dans ces chiffres-là, vous n'avez pas les cas isolés. Ils sont quand même très nombreux, parce que lorsque vous avez une intoxication alimentaire, mais vous n'allez pas forcément voir votre médecin, et vous n'êtes donc pas forcément enregistré, répertorié. Donc là, on a donc les TIAC, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qui affectent au moins 2 personnes, avec la même symptomatologie, et on a donc enregistré victimes de TIAC 13 000 personnes donc sur l'année 2017. Donc ce sont les chiffres 2019, mais pour l'année, les données épidémiologiques de 2017. Donc 645 ont été hospitalisés, et 6 sont décédés. Et donc vous voyez ici dans le graphe le nombre de TIAC déclarés en France. Et on voit que donc, le nombre de TIAC, c'est-à-dire les cas groupés,
c'est pas le nombre de malades, c'est le nombre de TIAC, qui peut toucher 2, voire beaucoup plus de personnes. Et donc, on voit que c'est une constante évolution, même si on a une diminution ici par rapport à 2016. Pourquoi on a une augmentation? C'est parce qu'on fait des signalements qui sont de mieux en mieux effectués. Donc cette augmentation, elle est plus liée à l'augmentation du signalement plutôt qu'à une augmentation du risque. Et on voit que sur ces dernières années, et finalement, c'est un peu plus statique et qu'on a même une diminution. Cette diminution, elle est surtout liée aux TIAC familiales qui ont diminué de 25%. Donc il y a aussi des mesures qui sont prises au niveau du consommateur. Donc sommes-nous tous égaux devant les intoxications alimentaires? Non, on a des personnes sensibles. Donc bon, après, il y a des micro-organismes qui vont être extrêmement pathogènes pour toute la population, mais la plupart des micro-organismes vont surtout être très pathogènes pour les populations sensibles, qui vont être les femmes enceintes, les enfants, les nouveau-nés, les personnes âgées, les personnes immunodéprimées, donc qui ont des systèmes immunitaires affectés, parfois par des maladies antérieures, parfois certaines populations aussi qui sont beaucoup plus génétiquement fragiles devant certaines maladies. Donc on va juste donner l'exemple de Listeria monocytogenes. Donc c'est une bactérie qui est très problématique pour les femmes enceintes, qui vont être porteuses sans être malades et qui vont transférer ce micro-organisme au fœtus ou au nouveau-né au moment de la naissance. Donc on a des enfants qui peuvent être atteints à ce moment-là. On a les adultes aussi de plus de 65 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Et donc, les autres personnes eh bien, ne vont pas tomber malades d'être porteuses de ces Listeria monocytogenes. Alors, cela dit, il y a des sérotypes de Listeria monocytogenes qui sont extrêmement pathogènes et qui vont affecter toute la population. Il y a eu des épidémies récemment en Afrique du Sud. Donc là, il y a eu 300 morts. Voilà. Donc, comment les industries préviennent les contaminations? Les usines sont toujours en première ligne. D'abord, dans notre législation, ce sont les industriels qui sont responsables de la sécurité alimentaire. Donc ils sont en première ligne, ils constituent la première ligne de défense contre les contaminations. Donc on a les procédures, bien sûr, nettoyage, désinfection, lavage des mains. Ils ont des mesures spéciales à mettre en œuvre dans les installations pour prévenir les contaminations, des produits finis de leurs emballages, pour éviter les contaminations croisées. Notamment entre les aliments bruts et ceux qui seront prêts à consommer. Et puis il y a des formations, bien sûr les formations des employés, essentiellement liées à l'hygiène, beaucoup à l'hygiène, donc avec les bonnes pratiques d'hygiène, avec des procédures de lavage des mains qui sont quand même très importantes. Un contrôle régulier du respect de ces procédures doit être effectué par les industriels. Donc les analyses, pour éviter les contaminations, bien les industriels, ils ont des mesures préventives, parce que c'est toujours meilleur d'être préventif plutôt que curatif. Donc sur les matières premières, avec des cahiers des charges extrêmement stricts auprès de leurs fournisseurs, sur le contrôle de leur environnement aussi. Il y a parfois des surpressions qui sont installées dans les usines de fabrication pour éviter que les contaminations extérieures viennent contaminer les aliments. Et puis des analyses donc, préventives sur les produits en cours de fabrication et les produits finis. Ensuite, les industriels ils vont aussi réaliser les durées de vie des produits. Donc vous avez les durées de vie, ça s'appelle des challenge tests. On va déterminer combien de temps on peut conserver l'aliment avant qu'il ne soit impropre à la consommation. Donc la DLC, c'est un élément extrêmement important et ils vont réévaluer cette DLC s'ils n'ont pas des données suffisantes à chaque fois qu'ils vont modifier la composition du produit alimentaire ou à chaque fois qu'ils vont développer un nouvel aliment. Donc la DLC, c'est quand même quelque chose de vraiment très important et c'est la date limite au-delà de laquelle on ne peut pas garantir la sécurité du produit. Et il faut distinguer la DLC de la durée minimale, la date de durabilité minimale, qu'on appelle maintenant DDM, qui s'appelait avant DLUO, la date limite d'utilisation optimale, qui est celle que vous devez, si possible, respecter, mais au-delà de laquelle vous n'avez pas de risque de contamination, c'est simplement le produit, il aura moins de qualité nutritive, il aura modification éventuellement du goût, de l'aspect. Donc la DLC,
Hein, c'est la date au-delà de laquelle on ne consomme plus l'aliment. Alors la microbiologie des aliments, elle est réglementée. Donc on a pour toutes les denrées qui sont mises sur le marché des contrôles extrêmement stricts, avec aussi des plans d'autocontrôle qui sont intégrés dans les plans de maîtrise sanitaire, avec des analyses microbiologiques. Donc elles sont destinées à valider qu'on a bien atteint les critères, surveiller, vérifier l'efficacité du dispositif. Et les industriels ont une obligation de déclarer les produits qu'ils auront trouvés contaminés. Donc ils vont le déclarer aux autorités. Donc là, comment la réglementation nous protège? Eh bien, on a donc une réglementation déjà nationale, mais on a des réglementations européennes, donc qui permettent d'avoir un même niveau de sécurité dans tous les pays d'Europe. Donc cette réglementation européenne, c'est une base commune, et c'est une exigence minimale, avec une obligation de résultat pour les opérateurs, sur les produits qui sont mis sur le marché, qui doivent être sûrs, parce que ce sont en première ligne les industriels, les professionnels qui sont responsables de la sécurité alimentaire. Donc on a une loi qui est complétée par un grand nombre de règlements avec des révisions très fréquentes. On a des nouveaux critères, donc c'est ce qu'on appelle les critères microbiologiques. Quel type de micro-organisme doit être recherché, dans quel type d'aliment, est-ce que c'est une détection, est-ce que c'est un dénombrement, et quelles sont les mesures qui sont mises en place ensuite dans chacun des cas. Donc cette réglementation, elle est européenne, et on va avoir des réglementations nationales, parce qu'ensuite chaque État va décider de critères complémentaires. Donc en France, c'est la DGAL qui va être impliquée. Et puis les professionnels font aussi des analyses complémentaires. Donc on a les interprofessions, ce sont par exemple les distributeurs, ils font des analyses complémentaires, les industriels par eux-mêmes. Et on peut dire quand même aujourd'hui que l'alimentation en Europe est une des plus sûres au monde. Donc les analyses, comme je vous l'ai expliqué, parfois on va rechercher des micro-organismes pathogènes, donc le plus petit nombre, donc ça va être de la détection. Et dans ce cas-là, on va prendre une partie de l'aliment et on va l'enrichir. Pour pouvoir faire l'analyse, il faut pouvoir provoquer une croissance des micro-organismes. Et puis, pour les micro-organismes qui sont plutôt liés aux questions d'hygiène, donc ce sont les indicateurs qualité, on va faire des dénombrements, et dans ce cas-là, on va mettre l'aliment dans un milieu de culture, et on va le dénombrer sur d'autres milieux de culture qui sont solides. Donc, on va faire un dénombrement dans ce cas-là. Donc, quand on fait des recherches de pathogènes, c'est un critère de sécurité. Lorsqu'on ne respecte pas le critère, il va y avoir des actions qui sont des actions de retrait, de rappel de produits. Et donc il y a des critères d'acceptabilité, et c'est applicable à tous les produits qui sont mis sur le marché européen ou importés de pays tiers. Les importations sont aussi, en Europe, sont aussi soumises à la réglementation européenne. Et puis le dénombrement des indicateurs, ce sont les critères d'hygiène, et là, les mesures des actions vont être des mesures correctives, notamment des mesures d'amélioration de l'hygiène, de la production, une meilleure sélection des matières premières, etc. Et là, c'est applicable, ces critères sont applicables tout le long du process de fabrication. Donc ici, il y a un dispositif de contrôle qui est français, donc les mesures, parce qu'il y a une implication forte des services de l'État, donc on a deux principaux organismes qui sont la DGAL et la DGCCRF. Donc l'une dépend du ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture, l'autre des Finances. Et donc on a un certain nombre d'inspecteurs, donc 4 000 inspecteurs, 14 000 vétérinaires qui sont habilités donc à la surveillance et au contrôle des produits. Donc ils vont faire de la surveillance, regarder quelles sont les procédures mises en place, etc. Et il y a des laboratoires qui vont aussi faire des analyses complémentaires à celles qui sont effectuées par les industriels. Et donc ça représente un budget de 350 000 € par an, plus de 800 000 analyses, avec des réseaux de laboratoires qui sont, on dit, agréés pour faire ce type d'analyse. Donc avec des contrôles qui sont aussi réalisés aux frontières, bien sûr. Donc voilà. Et puis donc il y a des réseaux, donc une mission des urgences sanitaires lorsqu'il y a déclenchement d'une alerte. Donc il est important, lorsqu'il y a une alerte, que les services de l'État soient fortement impliqués. Et ça, c'est quand le produit représentait une anomalie qui peut mettre en jeu la santé du consommateur en l'absence de traitement.
Donc ce service des missions des urgences sanitaires doit très rapidement retrouver le produit en cause, donc soit par l'analyse chez le malade, soit par des enquêtes épidémiologiques. On va questionner pour savoir quel type d'aliment peut être la cause et essayer de retrouver également l'aliment en cause. Donc ça fait l'objet d'à peu près 1100 alertes par an et à peu près 200 rappels de produits. Donc il y a 1100 alertes, il y a 200 rappels de produits. Donc ça, l'idée c'est de faire cesser l'exposition le plus rapidement possible du consommateur à ces contaminants, et ensuite ils vont informer le consommateur qu'il y a eu un rappel de produit, et de plus en plus fréquemment vous pouvez recevoir une information, vous avez acheté tel type de produit, attention, il peut présenter un danger, donc éliminez-le, etc. Ou présentez-vous auprès de votre médecin si vous avez des symptômes. Voilà. Et si les industriels ne respectent pas, quand ils n'ont pas respecté ces critères, eh bien ils sont susceptibles d'avoir des amendes et également d'avoir des retraits du marché de leurs produits, voire avec la destruction des denrées qui peut être demandée par les autorités. Et il peut y avoir aussi fermeture des établissements dans les cas les plus graves. Voilà. Donc le contrôle microbiologique, c'est un rôle quand même important de l'analyse. Il y a quand même des choses qui sont importantes dans l'analyse. C'est si elles sont préventives et que le résultat peut être rendu suffisamment rapidement avant que l'aliment soit consommé, eh bien on a mis des mesures qui sont quand même très efficaces. Donc les laboratoires qui effectuent les analyses, ce sont les laboratoires soit internes des industries agroalimentaires, soit des prestataires externes, qui vont être des laboratoires privés ou publics. Il y a dans les services de l'État aussi des réseaux qui sont les laboratoires nationaux de référence, les centres nationaux de référence en appui, qui sont plus destinés à l'analyse des pathologies venant des malades. Et puis on parle de laboratoires accrédités parce qu'ils ont une reconnaissance de la compétence pour réaliser ces analyses. Et puis il y a des laboratoires agréés par l'État. Donc bien sûr toute la chaîne alimentaire est concernée, ça va de l'alimentation animale, de la ferme, du process de fabrication, le transport, la distribution et aussi le consommateur. Elle est assurée donc tout le long de la chaîne alimentaire. Ensuite, le rôle des spécialistes qui fournissent des solutions pour faire ces analyses, eh bien, l'idée c'est de contribuer à la sécurité du consommateur. Il y a aussi un partenariat qui est important avec les industriels. On va aider les industriels à fournir des aliments les plus sûrs possibles. Et donc on travaille avec les industriels pour comprendre, apporter de nouvelles solutions, des solutions complémentaires aux méthodes traditionnelles. Tout à l'heure je vous ai montré des analyses de détection. Donc il va falloir enrichir, donc ça prend du temps, il faut au moins 24 heures pour faire un pré-enrichissement, ensuite il faut encore 24 heures pour avoir une culture sur un micro-organisme, ensuite il faut l'identifier, le confirmer, l'identifier, on peut avoir des résultats au bout de 5 jours. Et pour le dénombrement, c'est exactement la même chose, puisqu'on doit avoir des croissances microbiennes avant de pouvoir les dénombrer. C'est ce qu'on appelle les méthodes pasteuriennes, qui sont les méthodes de référence, extrêmement efficaces, la base commune pour tous les laboratoires. Mais les industriels peuvent proposer, les fournisseurs de solutions peuvent proposer des méthodes qui seront plus rapides, éventuellement plus sensibles, mais automatisées, plus simples, traçables. C'est-à-dire ce ne sera pas lié à un opérateur, ce sera traçable, enregistré, relié à l'échantillon et puis validé. C'est-à-dire que ces méthodes, elles sont comparées systématiquement avec les méthodes dites de référence, les méthodes pasteuriennes, parce qu'elles doivent présenter des performances au moins égales ou supérieures aux méthodes de référence. Donc voilà le rôle des fournisseurs de méthodes. Ensuite, quel est le rôle du consommateur? Que doit-il savoir? Bien sûr, avec toutes les mesures que je vous ai indiquées, ça conforte quand même que notre système est assez sûr et qu'il y a une bonne maîtrise. Et puis il y a quand même des éléments qui sont importants de connaître. C'est que lorsqu'on teste l'aliment, on ne teste pas tout le lot, on teste un échantillonnage qui va être représentatif statistiquement. Mais les contaminations peuvent être hétérogènes. Donc on peut prendre une portion de l'aliment, ne rien trouver dedans, mais qu'une autre portion du même lot potentiellement était contaminée. Ensuite, on a la multiplication de certains germes à des températures basses.
Donc même une bonne conservation aux bonnes températures, eh bien, s'il y a certains types de micro-organismes, ils peuvent quand même se développer. S'il y a des très très faibles taux, ils peuvent être non détectables. Aussi, il y a des limites de sensibilité des méthodes, même si elles sont de plus en plus sensibles. Il faut savoir qu'en restauration collective, par exemple, eh bien, il n'y a pas la possibilité de tester l'aliment avant que vous l'ayez consommé, parce que autrement, l'aliment ne serait plus très frais. Donc, on garde simplement un échantillon de ces aliments, et cet échantillon va être analysé uniquement s'il y a le signalement d'une intoxication alimentaire. Ensuite, il peut y avoir des nouvelles bactéries, des nouvelles souches, ou des souches qui se sont transformées, qui ne présentaient pas des caractéristiques et qui vont à nouveau présenter des nouvelles caractéristiques, notamment de développement. On a des souches émergentes, on a des souches qui se transforment. Ensuite, il y a le problème de la fraude. Donc il y a la fraude involontaire et puis il y a la fraude volontaire. Alors les réglementations sont extrêmement strictes, la fraude est sanctionnée de manière extrêmement sévère. Malgré tout, il peut y avoir des gens mal intentionnés, donc la fraude est quand même possible. Et puis il y a l'évolution des modes de consommation, c'est-à-dire que les aliments autrefois étaient beaucoup consommés, étaient beaucoup protégés par le sel, par le sucre, c'est toutes les méthodes de conservation, même l'acide, etc. Et donc aujourd'hui, les modes de consommation évoluent. Les consommateurs souhaitent des aliments plus naturels, plus sains, qui contiennent moins de sucre, de gras, de sel, etc. Et donc, en faisant baisser ça, effectivement, ça peut avoir un impact, notamment sur la durée de vie, sur la péremption du produit. Donc, il faut se dire que si on a des aliments extrêmement naturels, eh bien, il faudra les consommer beaucoup plus rapidement, et donc peut-être faire ses courses un petit peu plus fréquemment, voilà, et respecter un certain nombre de critères. Et c'est un challenge aussi pour les industriels de répondre aux nouveaux souhaits des consommateurs et de leur proposer les aliments qu'ils souhaitent, parce que les aliments frais et naturels, ils sont sains pour la santé, et ce sont nos premiers médicaments. Voilà. Alors il y a des aliments à risque pour certaines personnes, donc il faut aussi, le consommateur a aussi un rôle, en général par rapport à l'Listeria monocytogenes, le consommateur est assez bien sensibilisé. Les femmes enceintes donc, sont les plus à risque pour les enfants et les nouveau-nés, donc il faut éviter un certain nombre d'aliments, et puis il y a des mesures d'hygiène domestique, des recommandations pour préparer et conserver les aliments. Donc, un petit aparté, les poudres de lait. Mais les poudres de lait, elles sont fabriquées pour l'alimentation infantile. Elles sont fabriquées selon des process qui sont très stricts, avec des hautes températures. Et bien, malgré tout, ces poudres de lait, elles ne sont pas stériles. Donc, ça veut dire que quand on prépare un biberon, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce que la préparation elle soit stérile. Donc, le taux de contamination est extrêmement faible, forcément. Il n'y a pas de bactéries pathogènes. Mais si on laisse le biberon très longtemps à température ambiante, eh bien vous avez la multiplication de toutes petites quantités qui peut à ce moment-là entraîner des problèmes de pathologie. Voilà. Le barbecue, la viande qui est brûlée un peu à l'extérieur et pas vraiment cuite à cœur, on n'a pas atteint la température à l'intérieur, donc ça peut aussi être problématique. Voilà. Donc on est tous acteurs de la sécurité alimentaire. Donc là, en fait, je vous ai mis des informations qui sont extraites de fiches conseils de l'ANSES, qui est l'agence qui s'occupe de la sécurité sanitaire des aliments. Donc là, je vous ai mis 2 pages de conseils et de recommandations qui sont vraiment liées à l'hygiène. Par exemple, tout ce qui est lavage des mains, forcément, si vous êtes malade, il ne faut pas faire de préparation. Avoir 2 planches à découper, une pour les produits crus, à viande, poisson cru, donc potentiellement avec des contaminations, et il faut les séparer avoir une autre planche, si possible, pour les produits cuits ou les légumes propres. Le réfrigérateur aussi est une source de contamination. Donc le biberon, je vous en ai parlé, c'est maximum 1 heure à température ambiante et maximum 48 heures au réfrigérateur. Et puis la conservation. Donc je vous ai expliqué la DLC, c'est pas la même chose que la date de durabilité minimale. Donc voilà, vous avez ici un certain nombre de recommandations. On ne met pas d'aliments chauds au réfrigérateur, on conserve les restes dans des boîtes hermétiques. On ne met pas les cartons, des yaourts, tout ce qui est carton qui provient des magasins, vous ne les mettez pas dans votre réfrigérateur, il faut les enlever avant.
Voilà, donc vous avez ici quelques instructions. Les œufs, je finirai par les œufs, ils sont forcément contaminés. Malgré tout, la nature est très bien faite, donc la coquille est protectrice, et donc ce qui est à l'intérieur est stérile. Donc quand on a des œufs, même s'ils sont un petit peu sales à l'extérieur, c'est pas très problématique. Il ne faut jamais laver les œufs, parce que si vous lavez les œufs, la coquille devient poreuse et les contaminations passent à l'intérieur. On peut les nettoyer juste avant de les utiliser. Dans tout cas, les aliments à base d'œufs, et notamment d'œufs crus, mousse au chocolat, etc., eh bien c'est conservé tout de suite au frais, ça reste pas à température ambiante, il y a des précautions particulières à prendre. Ces dernières pages vous seront distribuées. On a fait quelques copies pour que vous ayez toutes ces informations. Et également les sources, si ça vous intéresse, puisqu'il y a des choses qui sont destinées au grand public. Merci. On va malheureusement pas avoir le temps de questions. Donc vous allez pouvoir retrouver Isabelle Desforges à l'espace partenaire, juste à l'extérieur de la salle, et lui poser toutes les questions que vous souhaitez lui poser.